Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Steven de la chaîne Citoyen Prévoyant et de vous faire découvrir son travail sur Internet. Allez, c'est parti! Bonjour Steven, comment vas-tu? Salut Stéphane, et toi, comment ça va? Écoute, nous devions nous rencontrer chez toi. C'était normalement à la fin du mois d'octobre ou début novembre. Ouais, deux Et puis jours on avant. n'a pas pu le faire à cause du confinement. Oui, Donc, grâce à la technologie, on va quand même pouvoir faire ce que l'on souhaitait faire. C'est-à-dire, je voulais t'interviewer pour mes abonnés et surtout leur faire découvrir un petit peu ton travail. Alors, est-ce que tu peux, Steven, te présenter et présenter ta chaîne, présenter ce que tu fais sur Internet, hein. Je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux et nous dire en deux mots qu'est-ce que tu nous apportes au quotidien depuis bien longtemps sur Internet. donc moi c'est Steven, alias le citoyen prévoyant. J'ai créé une chaîne YouTube et un blog qui permet à toutes les personnes qui cherchent à se rapprocher de l'autonomie, à devenir un peu plus indépendant, à pouvoir le faire. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, hein. Donc je me renseigne, je lis beaucoup, euh, ce que j'arrive à faire pour moi, j'essaie de le traduire pour mes abonnés. J'essaie de vulgariser en fait tout simplement les connaissances que j'apprends. Je suis essentiellement spécialisé dans la conservation des aliments. Donc, Oui, on fait de l'autonomie, souvent on a un potager, on a des poules, des fois il arrive qu'on a un surplus de nourriture parce qu'on produit beaucoup. Et pour ne pas gaspiller, je m'entraîne à conserver ces aliments via des bocaux. Si c'est de la viande, par exemple, je fais de la viande salée, de la viande fumée, de la viande séchée. Et oui, tous ces savoir-faire que j'apprends, je le transmets à ma communauté. très Voilà. bien. Et alors, donc, ta communauté, j'ai vu qu'elle était très, très grande parce que sur YouTube, tu as un peu plus de 140 000 abonnés, je crois. Oui. Et c'est une chaîne qui existe depuis très longtemps. Et moi, je me souviens, j'avais même pas encore lancé ma chaîne. Je suivais déjà ta chaîne, j'étais déjà abonné. Alors que moi, je n'existais même pas sur YouTube, tu vois. Bon, donc tu es très présent sur YouTube, mais je sais que tu as aussi développé d'autres médias et tu es présent sur d'autres supports. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors je suis présent également sur Instagram. Je suis présent sur Facebook où j'ai une page Facebook. J'ai un groupe Facebook suivi par plus de 9000 membres. Donc, l'intérêt du groupe, c'est de pouvoir justement échanger entre vous. Lorsque vous venez sur le groupe, vous pouvez partager vos réussites, vos recettes aussi, parce que c'est une chaîne, c'est un groupe Facebook où on aime partager le savoir-faire. Donc, ça peut être savoir faire du pain, ça peut être faire des greffes, ça peut être, euh, on peut parler du jardinage. Tous tes avancements dans ta préparation pour viser l'autonomie et la bienvenue. Donc, si tu peux poser des questions aux autres membres, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse, mais on est une certaine communauté bienveillante et entre nous, on s'entraide, tout simplement. Donc, D'accord. le groupe s'appelle Citoyen Prévoyant Officiel. Un prévoyant. Bon, c'est facile de te retrouver sur Facebook. On peut s'inscrire librement ou presque librement. Je crois qu'il doit y avoir une ou deux questions à poser. Alors, non, sur le groupe, il n'y a aucune question. Vous venez, vous postulez, on vous accepte. Le seule Voilà. chose à faire, c'est juste respecter la charte, à savoir ne pas parler de politique, d'armes à feu, euh, de, de rester courtois, respecter Ouais. autrui. Il suffit de lire la charte. Alors moi, à titre personnel, je suis inscrit sur ce groupe Facebook et c'est vrai que on trouve quand même pas mal d'informations dessus. C'est très actif. Il y a beaucoup de posts. Donc pour ceux qui veulent un petit peu progresser sur l'autonomie, sur la résilience, c'est vraiment un plus, hein. Ton groupe, c'est vraiment un plus et moi, je l'apprécie beaucoup. Merci. Et donc, au-delà de Facebook, je sais que tu as aussi lancé un blog il y a un petit peu moins d'un an. Alors, Et je trouve aussi qu'il est bien étoffé parce qu'il a une petite particularité. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot? oui, alors mon blog, je l'ai créé en 2016. Et en fait, l'avantage de ce blog, c'est que je ne suis pas tout seul dans l'écriture.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'autonomie ou qui sont des simples citoyens, tout simplement, qui partagent leur expérience à travers des articles. Et donc, ce qui fait que ce blog, ce n'est pas que moi, c'est un ensemble d'auteurs qui participent en écrivant des articles. On y trouve des astuces, on y trouve des tutos. Donc, Oui. voilà. Bon, C'est un truc, on mettra les adresses dans le descriptif de la vidéo, hein, on mettra les liens pour te retrouver. merci. Est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, la prévoyance, l'autonomie, c'est un petit peu à la mode. Bon, toi, tu as été un précurseur dans ce domaine-là, puisque la chaîne, je crois que tu l'avais lancée il y a 7 ou 8 ans. Oui, en 2000. Pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir plus résilient, plus autonome? Qu'est-ce qui a été un petit peu le moteur par rapport à cette prise de décision? L'événement déclencheur, la réflexion que tu as eue par rapport à ça, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu souhaites donc développer ton autonomie, ta résilience et mettre ça au cœur de tes préoccupations. J'ai été élevé dans une famille où, en Guadeloupe, quand j'étais plus jeune, et mes parents, en fait, avaient quitté la France pour partir vivre à la campagne en Guadeloupe. Mes parents sont des chrétiens adventistes. Et si tu veux, dans cette croyance, ils se disent qu'à la fin des temps, on devra, en gros, les chrétiens vont être persécutés, etc., etc. Donc, si tu veux, eux, dans leur croyance, ils se sont dit, on va quitter la France, on va aller s'installer dans notre pays d'origine qui est la Guadeloupe, et on va se mettre à la campagne et on va essayer d'être le plus autonome possible au cas où, si jamais un jour les temps deviennent difficiles et qu'ils n'arrivent plus à travailler et qu'ils cherchaient un moyen de pouvoir continuer à pouvoir subvenir aux besoins primaires de leurs enfants. Donc, il fallait pouvoir manger. Donc, ils sont partis, ils ont fait construire une petite maison en Guadeloupe. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas accès à l'eau, pas d'égout, rien du tout. Donc, dans les premières années, c'était comme ça, on s'éclairait à la bougie, à la lampe à pétrole. Ensuite, il y a eu un groupe électrogène. Par la suite, mon père a installé les panneaux solaires. Il a fait construire… Là, tu parles de ça, c'était dans les années 80. Dans les années 80. Ouais. Donc, mes parents étaient végétariens, mais ça ne leur a pas empêché de pouvoir avoir un poulailler. Donc, on avait des œufs pour les protéines. On a cultivé un potager. Mes parents ont planté un verger. Et petit à petit, pendant quelques années, c'était mon mode de vie. Donc, on était autonome, en pleine campagne dans la Guadeloupe. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières années. Lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, parce que plus tard, je suis revenu en France, mes parents ont divorcé, donc on n'a plus accès à cette maison. Mais lorsque je me suis retrouvé en métropole, je travaillais à la RATP. Et si tu veux, il y a eu la crise des subprimes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui perdaient leur maison aux États-Unis et qui se retrouvaient à vivre dans des, comment on appelle ça, dans des tiny houses ou dans leur voiture. Et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si moi aussi je perdais mon travail? Ma femme allait avoir un enfant, on venait de se marier, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si on perd notre emploi? Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un appartement en région parisienne. Je me suis dit que même si je perds mon emploi, je serais même incapable de faire pousser quoi que ce soit sur le balcon, en fait. Oui. Pour nourrir ma famille. Donc, je me suis rappelé que quand j'étais petit, j'avais un refuge qui était ma maison aux Antilles, qui était autonome. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais bien voulu à l'heure actuelle avoir moi aussi ce refuge. En fait, ce que tu nous dis, citoyen, c'est que finalement, quand tu es arrivé à l'âge d'être toi-même papa, tu t'es rendu compte que le modèle que tu as eu quand tu étais enfant, il avait une certaine pertinence, même encore aujourd'hui, par rapport au risque économique, à la crise économique qu'il y a eu en 2008. Alors, on s'en est un petit peu relevé depuis, mais là, effectivement, on repart vers une crise. Et tu t'es dit, donc à ce moment-là, c'est peut-être un moyen d'avoir une bouée de sauvetage, en quelque sorte. Absolument. Mais quand j'étais petit, je n'aimais pas du tout ce mode de vie. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents faisaient ça. Je trouvais ça nul. Je me disais, mais on ne vit pas de manière moderne. On est au XXe siècle. Pourquoi on est obligé d'avoir des panneaux solaires? Pourquoi on est obligé de manger des trucs qu'on devait cultiver, alors que c'était si simple d'aller dans un supermarché? Je ne comprenais pas ce mode de vie. Et c'est en grandissant, lorsque j'ai vu cette crise, je me suis dit, oh,
quand même, ce serait bien quand même que c'était bien la vie qu'on avait finalement parce qu'on était autonome. Et j'aimerais pouvoir, moi-même, pouvoir offrir ça à mes enfants par la suite. Et c'est là que ça a commencé mon cheminement. Et j'ai commencé tout simplement à me dire comment faire pour devenir autonome. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi à conserver les aliments. Je me suis dit, si jamais un jour, la nourriture devenait difficile d'accès, si j'arrive à en avoir, la nourriture, c'est éphémère, donc ça dure un certain temps. Si j'arrive à en Ouais. avoir, comment je fais pour la conserver? Et c'est là que ça commence. La Ok. conservation des aliments et ma chaîne qui en a suivi. Bon, on ne parle pas que de ça sur ta chaîne, hein. Il y a plein d'autres choses. Mais effectivement, la conservation des aliments sur ta chaîne, ça a une grande place. Et il y a des recettes d'ailleurs qui sont tout à fait originales. Et donc, tu nous disais par rapport à cette démarche que tu as depuis une grosse dizaine d'années, en fait, hein. Quelle a été un petit peu la réaction de tes proches par rapport à ton projet de vouloir devenir plus autonome, plus résilient? Est-ce qu'ils ont bien accueilli cette démarche? Est-ce qu'ils ont réussi à la comprendre facilement? Comment ça s'est passé? Auprès de ma famille proche, c'est-à-dire ma mère et mes soeurs, ils le comprennent tout à fait. Vu que j'ai baigné là-dedans, il n'y a pas de problème. Ma mère comprend tout à fait, mon père aussi. Après, c'est plus compliqué, on va dire, de parler de ça avec des collègues ou des amis, parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. J'ai mon pote Yann, j'ai un pote qui comprend très bien, mais la plupart des gens me disent, ah, c'est très bien, mais ils restent au loin, en fait. Je pense qu'ils doivent se dire que je suis un peu illuminé, si tu veux. Parce que les gens ne comprennent pas forcément l'intérêt de faire ça lorsqu'on est dans une société où tu as accès à tout, tu as accès aux supermarchés qui sont ouverts tout le temps, tu as accès à la station-service. Les gens ne comprennent pas, en fait. Ils se disent que je suis dans un monde. Oui, en fait, pourquoi tu t'embêtes avec tout ça, quoi? Voilà, Hein? exactement. Ouais. Alors, Et dans ta démarche, est-ce qu'il y a eu des personnes qui, en particulier, t'ont inspiré? Je ne sais pas si tu as eu des lectures ou si tu as eu des rencontres qui ont eu un impact sur ta trajectoire par rapport à cette volonté de devenir plus autonome? Ou est-ce oui, que tu as démarré ça tout seul dans ton coin? alors il y a des gens qui m'ont inspiré notamment sur YouTube, mais mon plus grand inspirateur, on va dire, c'est Charles Ingalls. Est-ce que tu sais que Charlene Gals, la série télé qu'on voit, c'est une adaptation assez différente du livre. Je ne sais pas si tu as lu le livre. Bon, j'ai pas lu le livre, mais Euh, je Si trouve tu lis le livre, tu vas te rendre compte que véritablement, c'était vraiment l'autosuffisance, mais pour de vrai, quoi, hein. La chasse, j'en la doute pas. pêche, et puis l'hiver, il fallait résister au grand froid, il fallait savoir construire soi-même sa maison, etc. Donc, ouais, donc la petite maison dans la prairie, c'est quelque chose qui t'a parlé. Moi, D'accord. je trouve que ça me parle beaucoup, notamment le premier épisode, où on Oui, se rend compte que lorsque Charles Ingalls il arrive à Walnut Grove, c'est Walnut oui, Grove, mais le mec, il a rien. Il n'a pas de travail. Il faut qu'il puisse s'intégrer dans une communauté. Donc, oui, ça commence déjà par aider les autres, donner un coup de main à son voisin. Ça commence par comment dire, le troc. Donc, tu as des oui, poules, des troquets. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour nous qui vivons dans des villes. Bon, maintenant, on ne vit plus dans des villes, nous deux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui habitent en ville et qui vont s'installer dans un village, ben, je trouve que c'est des bonnes bases pour pouvoir comprendre comment intégrer une communauté. Pouvoir se dire qu'il faut aller au-devant des voisins, parler, échanger avec eux. C'est comme ça qu'on crée du lien social. Moi, quand je suis arrivé dans mon village, la première chose que j'ai fait, c'est déjà aller rencontrer mes voisins. Je les ai invités chez moi. Venez oui. prendre un peu sur la maison, parce que c'est important. En cas de crise, en cas de problème, ben, les gens qui sont autour de toi, c'est important de les connaître et, et ça te permet de savoir sur qui tu peux compter ou pas. Oui, dans le cadre d'une entraide, effectivement. Et Voilà. alors, justement, tu nous disais, donc, dans un premier temps, tu étais sur la région parisienne et maintenant, tu as déménagé à la campagne, c'est ça? Tu es plus du tout dans une zone urbaine. Non, du tout. Alors, en fait, avant, j'habitais dans une ville de 50 000 habitants. Et là, Oui, maintenant, je suis dans un village de 4 900 et quelques habitants, presque 5 000 habitants. oui. Donc, la campagne, elle est à une jetée de cailloux, comme on dit par chez moi. Hein, tu as la verdure autour de toi. Oui, tout à fait.
J'ai la vertu autour de moi, mais je suis bien placé puisque j'ai accès quand même à des zones de chalandise à 15-20 minutes d'ici. Donc, je ne suis pas non plus dans un trou perdu. Mais c'est vrai qu'autour de moi, c'est la forêt, quoi. Ouais, c'est bien. Et par rapport à ton parcours, donc tu as déménagé il y a 2 ans et aujourd'hui on a un événement qui nous préoccupe tous, c'est la crise actuelle. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé de cette émergence comme ça d'une pandémie à un niveau mondial? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris ou pas? Et est-ce que ça a eu une incidence sur ta préparation à l'autonomie, à l'autosuffisance? Alors, surpris, oui, je pense que j'étais surpris comme tout le monde. Le seul avantage que j'ai par rapport aux autres, c'est que j'étais préparé. Le fait d'être prévoyant, c'est d'être préparé à toute éventualité. Ce qui fait que, par exemple, lorsque cette crise est arrivée, j'avais déjà des masques, j'avais déjà du gel hydroalcoolique, j'avais même des combinaisons complètes. C'est les combinaisons de peintre qu'on utilise avec une capuche pour pouvoir sortir. Oui. Donc, ce qui fait que tout au début, quand ça arrivait, j'avais déjà le matériel. La crise m'a juste donné une opportunité d'utiliser le matériel que j'avais acheté depuis plusieurs années. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais l'avantage d'être prévoyant, c'est surtout lorsque une catastrophe te touche, tu es beaucoup plus serein. Parce que, ayant déjà un stock alimentaire que je constitue toute l'année, en fait, et que je fais tourner, j'avais pas besoin d'aller me précipiter dans les magasins pour acheter du papier toilette ou des denrées alimentaires, parce que j'avais déjà un stock à la maison. Donc, c'est là où, finalement, le fait d'être prévoyant, ça permet de pouvoir anticiper les ruptures de la normalité, comme on dit chez nous, Ouais. et d'être prêt au cas où, tout simplement. Et beaucoup plus serein. Et tu vois, sur ta chaîne, il y a quelque chose qui a vraiment été marquant et qui a vraiment marqué tout le milieu de l'autonomie et du survivalisme au début de la pandémie. C'est que, en fait, tu as sorti une vidéo. Alors, peut-être que les gens qui nous regardent aujourd'hui auront envie de la regarder. C'est vraiment un petit bijou. Tu as sorti une vidéo 15 jours avant le confinement où tu as annoncé à tout le monde qu'on allait être confiné et que donc le pays allait être fermé et qu'il fallait se préparer pour ceux qui n'avaient pas encore fait les préparatifs que toi tu as fait depuis longtemps. Donc il y avait quand même encore une petite fenêtre de tir d'une dizaine de jours. Et ceux qui suivaient ta chaîne ont eu le privilège de pouvoir entendre à l'avance qu'on serait certainement confiné. Et pour ceux qui t'ont cru, ça leur a permis d'avoir peut-être une semaine d'avance sur le troupeau, ce qui a été tout à fait remarquable. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du coronavirus et plus particulièrement du confinement, parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je pense qu'il va falloir y songer sérieusement au cas où, par principe de précaution. Alors, soit tu le fais de toi-même, parce que tu vois que ça commence à devenir chaud dans le pays, ou soit on va t'y contraindre. Dans les deux cas, ce serait bien que ce confinement se passe de la meilleure manière possible. Le fait d'être prévoyant, c'est aussi à l'écoute du monde qui t'entoure. C'est-à-dire que lorsque la crise est arrivée, en France du moins, les médias n'étaient pas clairs. Ils racontaient n'importe quoi. Ils disaient que ça n'allait pas nous toucher, c'était loin, c'était en Chine. Sauf que j'ai la chance d'appartenir à une grosse communauté qui est partout dans le monde. J'ai des abonnés en Suisse qui sont au Belgique, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Et eux, lorsqu'ils regardent leurs médias, ils n'ont pas les mêmes informations que nous, on a en France. Donc, via WhatsApp, on a échangé entre nous. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils disent dans ton pays? Et chacun transmettait en fait les infos qu'il avait. Et je voyais bien qu'en France, les données ne correspondaient pas à ce que j'entendais par rapport aux abonnés qui sont à l'autre bout de la planète. Donc, je me suis dit que en Italie, les gens se confinent. En Espagne, ça arrive. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France. Même si, officiellement, aux yeux de l'État, à la télé, ils n'en parlaient pas. Donc, en fait, ce n'est pas qu'ils n'en parlaient pas, c'est même qu'ils disaient exactement le contraire. Oui, ils disaient non, on va essayer de faire, on vous confinera pas. En fait, 10 jours avant, on nous disait on vous confinera pas.
Et alors que toi, sur ta chaîne, tu disais, bah, finalement, on va être confiné. Et c'est toi qui as eu raison. Donc, raison contre tout le monde. C'est un petit peu c'est un petit peu comme Galilée, tu sais, qui disait que la Terre tournait autour du Soleil, alors que tout le monde disait le contraire, quoi. Mais ça, en fait, j'ai pas de mérite. C'est juste que j'écoutais ce qu'il disait dans le monde. Je faisais mes propres recherches et j'en ai conclu que finalement, on va être confiné. Et Ouais. c'était mon avis. Et je me suis dit, je vais en parler à ma communauté. Et ceux qui m'ont écouté ont eu bien raison parce que ça leur évitait de faire de faire la queue dans des supermarchés pour faire leurs courses. Parce qu'ils avaient eu le temps, justement, quelques jours avant d'aller faire leurs courses avant. Mais la plupart des gens qui me suivent ont déjà un stock alimentaire chez eux. Ouais. Donc, pas vraiment besoin de sortir, mis à part faire de l'appoint. Ouais. Les grosses courses, ils les ont déjà chez eux. Ouais. Et alors, donc, je ne sais pas comment tu as vécu le confinement et les différents développements là, pendant toute l'année, mais qu'est-ce que tu penses par rapport à cette crise? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des nouveaux développements l'année prochaine et qu'on va avoir un deuxième tour, on va dire, plus économique et social? Ou est-ce que tu penses que le gouvernement va réussir à nous remettre sur les rails sans trop de bobos? Tu parles au niveau économique? Au niveau économique et social. Non, c'est foutu. Très honnêtement, je pense que lorsque, entre guillemets, ça va rouler et que les gens vont pouvoir continuer à travailler correctement, ben, la crise aurait été telle que déjà, il y a plein de PME qui vont fermer. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est, comment dire ça, petites entreprises qui n'ont pas la trésorerie suffisante pour pouvoir payer leurs fournisseurs et payer leurs employés. Comme ils n'ont pas eu de rentrée d'argent, ils vont mettre les clés sur la porte. Donc, on va se retrouver dans une situation mondiale où beaucoup de personnes vont perdre leur emploi. Et ça va être énorme. Donc, en plus de ça, vu la crise sanitaire, je pense que la sécurité sociale va prendre un gros coup. Je ne sais même pas si par la suite, on va continuer à garder une sécurité sociale à la française, parce que ça peut être justement l'occasion de dire, bon, ben, les gars, suite au Covid-19, on a dû envoyer des gens en jet privé dans des hôpitaux aux quatre coins de la France. Hein, vous vous rendez compte? Privé pour envoyer un seul individu à l'autre bout de la France pour le soigner. Ouais, j'ai vu qu'on a frété aussi des TGV entiers, tu avais un malade par wagon, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix que ça coûte. Et à la fin, la facture elle va être tellement salée que c'est fort probable que ce soit l'occasion de nous dire c'est fini la sécurité sociale à la française. Maintenant, on va se retrouver dans une situation comme aux États-Unis. Tu vas te faire opérer pour une appendicite, tu vas ressortir avec une facture de 40 000 euros. Bah dis donc, on fait toutes nos opérations maintenant parce qu'après, ça risque de coûter cher. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas. Pour nous, en France, c'est hallucinant, c'est aberrant de se dire que tu vas juste rentrer pour une appendicite. C'est gratuit chez nous. Aux États-Unis, une appendicite, tu te fais opérer, c'est 40 000 $. C'est pas des blagues. Ouais. Moi, j'avais entendu dire, tu vas à l'hôpital aux États-Unis, tu fais une radio du dos, 2500 $. Même les examens, ça coûte un prix de fou, quoi. Non. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce que la sécurité sociale paye pour nous. Et c'est vrai que d'un point de vue budgétaire, il y a quand même des questions à se poser aujourd'hui, parce que le budget de l'État français, il était en déficit autour de 100% du PIB avant la crise. Et là, d'un seul coup, on a fait un grand bond. Maintenant, on est passé à 120 ou 125% du PIB. En l'espace d'une année, on a pris 25% de dette sur PIB en plus. Et effectivement, il y a un moment où on va se poser la question de savoir qui paye tout ça, alors que tout le monde, alors que les gens tombent en faillite ou sont au chômage. Je ne sais pas comment on va s'en sortir d'un point de vue économique et social. En plus de ça, vu le nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage, est-ce que Pôle emploi va pouvoir tenir à payer comment on appelle ça, des salaires aux personnes qui sont sans emploi? Parce que là, c'est-à-dire en fait, le social, il risque d'en prendre un gros coup, quoi. C'est ça. Je pense que la machine risque de s'enrayer, en fait. Et alors, plus globalement pour toi, là, on parle de ce risque social et économique. Selon toi, les 3 ou 4 plus gros risques qui nous menacent, on va dire spécifiquement en France, hein, je ne parle pas des risques qui peuvent être liés à une région, inondation, tempête, etc., mais on va dire globalement à l'échelle de la France, pour toi, quels sont les 3 ou 4 plus gros risques pour les 10 prochaines années? Perte d'emploi, ça c'est clair et net, hein. Beaucoup de pertes d'emploi.
beaucoup de tristesse aussi, parce que qui dit perte d'emploi dit aussi problèmes familiaux, ça va être des divorces. Ça va être des familles qui vont se déchirer parce qu'ils ne pourront pas payer leur loyer, ils ne pourront pas payer leur crédit immobilier. Donc, ça va être très dur. Pour moi, ça va être essentiellement économique. Donc, Essentiellement économique. la perte d'emploi, voilà, et va enchaîner aussi des pertes de l'habitat. Si tu ne peux pas payer Ouais. ton... C'est-à-dire le problème, il va être social et économique. Selon toi, c'est ça qui va nous occuper l'esprit dans les 10 prochaines années. Parce que je connais beaucoup de personnes qui nous disent aussi le réchauffement climatique, l'assèchement, les sécheresses, etc. Ça pourrait être quelque chose qui nous impacte. Mais selon toi, le plus gros risque qui va se matérialiser ou qui peut se matérialiser, c'est un risque économique. On va dire que les gens, finalement, n'arrivent plus à joindre les deux bouts, quoi. C'est essentiellement ça pour moi. Alors oui, il y a le risque climatique, mais pour moi, ce qui me touche directement, la planète, la sécheresse, tout ça, ok, il n'y a pas de souci, c'est un fait. Mais ce qui va toucher principalement les citoyens, ça va être la perte immédiate de leur source de revenus. Leur entreprise, ça va entraîner aussi que difficulté à payer ton salaire, ton loyer ou ton crédit. Oui, ou le crédit, si tu as un crédit pour ta maison. Difficulté d'accéder aussi au crédit, parce que lorsque c'est une crise économique, le taux d'intérêt il augmente. Donc, va te faire financer l'achat d'une maison par ta banque si tu es dans un système économique défaillant. Donc, c'est très difficile, même à l'heure actuelle, de pouvoir obtenir un crédit. Pourtant, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. C'est historique. Tu sais, je pense que c'est très difficile parce que les banques, elles sont extrêmement méfiantes. Elles veulent pas prendre de risques, en fait. C'est pour ça qu'elles disent non à beaucoup de gens. Et ça, c'est aussi un facteur de contraction de l'économie parce que si les gens ne peuvent plus emprunter, eh ben, finalement, les projets de vie ils s'arrêtent, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je pense que si on a la possibilité d'acheter, il faut le faire le plus vite possible. Oui. Au moins être propriétaire, quitte à payer un loyer, autant payer un crédit pour qu'à la fin, ça t'appartienne. Oui. Et tu penses que c'est pertinent pour quelqu'un, par exemple, qui serait aujourd'hui en ville, de commencer à envisager rapidement de déménager dans un endroit moins dense pour essayer d'avoir accès à une parcelle de terre, ou pour toi, c'est trop tard? Tu sais, moi, je l'ai fait il y a 2 ans, mais si c'est à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Ouais. On peut me dire qu'il y a 2 ans, c'était déjà trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour tenter l'aventure. Si c'est possible de le faire, faites-le. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que on ne peut pas partir comme ça de son confort, c'est-à-dire quand je dis confort, c'est emploi, maison, sans prévoir une source de revenus, là où on va aller. Donc, il faut trouver un travail. Donc, soit on trouve un travail, soit on se le crée. Et on devient entrepreneur et on crée sa propre entreprise pour pouvoir vivre. Mais c'est un cheminement de vie, en fait. Il faut y penser, il faut y réfléchir. Il faut se dire qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite et comment je me donne les moyens d'y arriver, tout simplement. Oui, en fait, l'idée, c'est réfléchir sur son organisation pour arriver à avoir un fonctionnement qui soit compatible avec les évolutions économiques qui seront défavorables, en fait. Essayer d'être plus résilient, essayer de produire certaines choses, transformer, acheter directement aux agriculteurs. Ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout à l'heure, acheter en gros et après conserver, par exemple. Après, tout le monde ne pourra pas faire ce qu'on a fait, partir vivre à la campagne. Ceci étant, tu peux décider de consommer différemment. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'habite en Île-de-France, c'est pas parce que j'habite en Île-de-France que je vais forcément faire mes courses au supermarché d'à côté pour les fruits et légumes, j'entends. Donc j'allais chercher des solutions, aller dans le 77, là où il y a les agriculteurs, pour essayer de leur acheter de la viande, des légumes en grosse quantité. Donc je partais et je revenais avec des paniers de 10-20 kilos que je ramenais chez moi. Et pendant un week-end, je faisais des bocaux, je faisais des préparations, je faisais des recettes différentes. Et je mettais dans des bocaux et ça me faisait mes conserves maison, tout simplement. Je me suis dit, en faisant ça, non seulement je fais vivre un agriculteur de ma région, mais en plus de ça, je mange plus sainement. Parce que je sais ce qu'il y a dans mes conserves maison. C'est une façon de penser. Ici, je suis à la campagne. Moi, mon objectif, c'est de trouver des agriculteurs qui accepteront de me faire des paniers de légumes et de saison. Et comme ça, je paye la nourriture beaucoup moins cher et je sais ce que je mange.
parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de pesticides, il n'y a pas de tout ça. Donc, ça, c'est mon choix personnel. Après, moi, je n'ai pas encore trouvé, par exemple, d'agriculteur pour la viande, mais dès que je trouve un éleveur qui sera prêt à me fournir de la viande de bonne qualité, ben, j'irai acheter chez lui, tout simplement. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire vivre les agriculteurs autour de chez toi. Oui. Et l'autre avantage, c'est que si jamais tu as un problème d'approvisionnement au niveau des supermarchés, etc., bah, ces agriculteurs-là, ils te connaissent et tu peux aller leur chercher des produits à un moment où ce sera peut-être moins évident si jamais il y a un problème sur la distribution. Tout à fait. Autre chose, c'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir faire ça aussi. C'est comme tu l'as souligné, lorsqu'il y a un problème, il y a une crise, eh ben, par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à s'approvisionner en fruits et légumes. Oui. C'est pas du jour au lendemain, tu débarques chez un agriculteur et tu lui dis, bon, bah, écoutez, je vais vous acheter des légumes. Le gars ne vous connaît pas, il va pas vous livrer et il va pas accepter de vous vendre quoi que ce soit. Oui. C'est maintenant que tout se passe bien qu'il faut lier des liens avec des agriculteurs pour pouvoir justement, en cas de problème, pouvoir compter sur ces personnes parce qu'ils vous connaissent, vous êtes déjà client chez eux, ils vont vous fournir des paniers. Par exemple, le poisson. Pendant le confinement, c'était très compliqué de trouver du poisson parce que il n'y en avait pas forcément. Dans mon coin, il y a ce qu'on appelle des zones de pêche. C'est des endroits payants, hein. Tu payes la journée et tu vas avec ta canne à pêche et tu vas pêcher des truites. Mais ce genre d'endroits, ce sont des petites fermes qui produisent des truites toute l'année pour justement les pêcheurs. Eh ben, pendant le confinement, moi, je n'ai pas manqué de poissons. Parce qu'en fin de compte, comme il y a eu le confinement, tout le monde ne pouvait plus sortir, eh ben, c'était facile d'aller voir ces fermes justement et de leur acheter du poisson parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Parce que les poissons, ils grandissaient et comme il n'y avait pas de pêcheurs, il fallait bien les écouler, ces poissons. Ouais, il fallait bien s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Exactement. Donc moi, j'ai construit comme ça des kilos et des kilos de poissons pour pas cher. Et après, à moi de les préparer. Soit je les sale, soit je les congèle, soit je les fume. Mais c'est intéressant de pouvoir trouver toutes ces petites sources d'approvisionnement autour de toi pour, en cas de pépin, savoir où taper. C'est important. Ouais, c'est très important, anticiper. Et alors, justement, par rapport à ces problèmes-là qui peuvent arriver chez nous, ou en tout cas nous concerner dans les années qui viennent, est-ce que tu penses que les hommes politiques, alors bon, on ne fait pas de politique, ni toi ni moi, mais est-ce que tu penses que les hommes politiques ont encore la possibilité de répondre aux enjeux de l'avenir? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous? Ou est-ce que leur capacité de réponse est vraiment amoindrie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que finalement, ces gens-là n'ont pas vraiment envie d'arranger les choses, hein. Je pense qu'ils pensent à leurs intérêts personnels et que je ne pense pas qu'ils ont vraiment envie de changer quoi que ce soit. Ils ont leur ligne de conduite. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens au gouvernement, on voit comment ça a été géré la crise, hein. Un jour, il faut porter le masque. Un autre jour, on te dit, je ne sais même pas comment porter le masque. Hein, je pense à Sibeth, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Sibeth Ndiaye. Voilà, Sibeth Ndiaye. Et on te dit que je ne sais même pas comment on met un masque. Il faudrait une formation limite. Et du jour au lendemain, le masque devient obligatoire. Je ne sais pas si on se rend compte de cette bêtise, en fait. On a des gens qui nous disent tout leur contraire à 2 semaines d'intervalle. Pratiquement, hein. Je schématise, mais c'est ça. Donc, clairement, on se retrouve avec des gens qui, notre intérêt, ils s'en foutent complètement, hein. Je ne sais pas quelle ligne de conduite ils ont, mais ce n'est pas dans notre intérêt. On voit actuellement, il y a le vaccin qui arrive. Ils veulent nous vacciner. Je trouve ça quand même surprenant qu'on veuille nous vacciner avec un produit qui a été créé dans les 7 mois. C'est quand même surprenant. Or que généralement, un vaccin, ça prend plusieurs années à être fabriqué. Enfin, quand je dis fabriqué, le temps de le tester, le temps d'être sûr qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De contre-indication ou d'effets secondaires. Voilà, effets secondaires. Ouais. Ça prend plusieurs années. Et là, d'un seul coup, ils veulent nous sortir un truc. Ils sont persuadés qu'il est super efficace au bout de 7 mois d'études. Je trouve ça surprenant. Oui, et puis en plus, on nous demande de bien vouloir se vacciner. Bon, apparemment, ça ne sera pas obligatoire, mais je ne pense pas qu'ils puissent le rendre obligatoire de toute façon, hein.
mais on nous demande de vacciner, alors qu'un vaccin, classiquement, hein, on met 10 ans à le mettre au point. Là, 7 mois, les gars, ils ont bossé jour et nuit. Moi, je veux bien, mais bon, donc il va être testé en grandeur réelle, en fait, le vaccin. Il va être testé à grande échelle tout de suite, quoi. Il ne sera pas testé en compétition aussi. Donc, c'est le premier qui sort son vaccin qui touche des milliards. Oui. Je ne suis pas rassuré, moi, personnellement. Oui. Et j'ai pas envie de tu n'as pas envie de le prendre, le vaccin, pour l'instant. Ouais. Par contre, ils vont te dire que ce n'est pas obligatoire, mais il est fort possible qu'ils te disent que si tu n'es pas vacciné, si tes enfants ne sont pas vaccinés, on ne les accepte pas à l'école. Oui, ou tu n'as pas le droit de partir à l'étranger ou d'aller à certains endroits. Ouais. Donc, en même temps, c'est-à-dire t'empêcher de voyager si tu n'es pas vacciné. Ce que j'ai trouvé amusant, par exemple, dans la communication du gouvernement récemment, c'est qu'on nous dise voilà, on ferme les stations de ski. Alors, c'est quand même un sport en plein air. Hein. Bon, a priori, pour se contaminer en plein air, c'est quand même assez difficile. Donc, ça, c'est interdit. Et après, on va nous dire oui, mais vous comprenez, comme on ne veut pas que vous alliez faire du ski à l'étranger. Donc, si jamais vous revenez et que vous êtes bronzé, vous avez un bonnet sur la tête, vous avez des skis sur le toit de la voiture, on va vous confiner pendant 7 jours. Moi, franchement, j'étais mort de rire avec ça. On est un peu en absurdistan, tu vois. C'est-à-dire, on dit une chose et puis après, oh oui, mais merde, on a dit une bêtise. Alors, attends, on va rectifier ça. Et puis, on met un pansement dessus. Et puis, 15 jours après, on enlève, on met un autre truc. Les attestations, les gens deviennent fous avec tout ça. Mais c'est fait exprès. On a perdu complètement le bon sens commun, en fait. Mais moi, je me dis que c'est pas fait exprès. Parce que si tu veux, l'agacement de la population avec ces attestations, le fait qu'on fait un mois. C'est-à-dire que dans cette année, on a été confinés pratiquement 3 mois. Si c'est pas... Donc, oui, à peu près 3 mois, oui. À peu près. Dans la même année, on a eu 2 confinements. Oui. Qui ne me dit pas qu'au mois de mars, on est encore reconfiné? C'est-à-dire que la population va tellement être agacée et va se dire je veux le prendre, votre vaccin, laissez-moi tranquille. Tu vois? Donc, les gens vont tellement être agacés. Ils vont nous avoir à l'usure, alors. Oui, c'est ça. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'aller en vacances. Bon, vaccinez-moi, on n'en parle plus, tu vois. C'est ça. C'est sûr que si on te dit tu seras déconfiné que si tu es vacciné, mais le vaccin n'est pas obligatoire. Hein. Sinon, tu restes chez toi, puis c'est tout. Là, au moins, tu ne t'embêtes plus. Tu sais qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des volontaires pour se faire vacciner. Ah ouais, mais je comprends, ouais, bien sûr. J'ai jamais vu ça. Des gens qui sont volontaires, qu'on leur mette un vaccin comme ça, alors que d'habitude, ils sont obligés de faire des campagnes pour trouver des volontaires. Là, je crois qu'ils ont plus de 50 000 personnes, rien qu'en France, qui sont prêts à se faire vacciner. C'est déjà l'agacement, pour te dire. On marre. Sortez-moi de là, vaccinez-moi. Ouais, c'est vraiment marrant. Ouais. Mais, bon. Et, je voulais te poser une question parce qu'on parlait tout à l'heure un petit peu d'entraide. Toi, tu nous disais que tu allais voir tes voisins pour l'entraide, etc. Est-ce que tu as des astuces? Comment tu fais concrètement pour développer un groupe d'entraide autour de toi? Est-ce que tu as une démarche particulière par rapport à ça? En fait, c'est la création de liens sociaux. C'est-à-dire que si tu veux, ce que je ne faisais pas lorsque j'étais en région parisienne, je l'ai fait en arrivant à la campagne, je me suis dit, si jamais j'ai un pépin, il faut pouvoir compter sur les gens qui sont proches de chez toi. Parce que moi, personnellement, ma famille est en région parisienne ou en Guadeloupe. Donc, j'ai personne à proximité. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire, faut pouvoir créer des liens. Ce n'est pas lorsqu'il va y avoir un pépin, par exemple, imagine-toi, bon, je schématise, hein, qu'il y a un événement climatique dans ma région et que je suis en galère. Ce n'est pas du jour au lendemain, dans le fait que je sois en galère, que je vais aller taper à la porte de mon voisin pour lui demander de l'aide. Tu comprends? Il faut créer justement ce lien pour que lorsque tu es en difficulté, ça soit naturel d'aller le voir. Parce que le mec, il te connaît, tu l'as déjà invité à un apéro, tu as déjà passé un après-midi à discuter avec lui. C'est comme ça se crée en fait. C'est des liens que tu dois créer. Et pour ça, il faut prendre sur toi et aller au-devant. Alors, il y a des voisins avec qui ça va matcher, d'autres non, mais ce n'est pas grave. Tu vas, tu discutes, bonjour, tu te présentes et tu échanges. Après, dans les villages, il y a ce qu'on appelle, en tout cas dans le mien, avant le Covid, il y avait ce qu'on appelle des événements à la salle communale. Donc, ça peut être un loto,
Et c'est très commun dans les villages, ils font des lotos, ça peut être des dîners dansants où ils vont faire une paella et on va danser comme ça. Eh ben, tu te forces, toi, même si c'est des trucs de vieux pour toi, tu vas te dire, ah, ben, il n'y a que des vieux. Ben non, tu y vas. Tu vas avec ta femme, tu vas avec tes enfants, tu passes une soirée et tu rencontres tes voisins, les gens de ton village. Il faut que tu te fasses voir, en fait. Et c'est primordial d'aller à la rencontre des gens. Au début, ils ne me connaissent pas. Ils me disent, mais c'est qui celui-là? Ben, écoute, bonjour, j'habite dans telle rue. Comment allez-vous? Vous êtes là depuis combien de temps? Ben, là, je suis là depuis 30 ans. Et c'est comme ça, en fait, que tu apprends à connaître les gens. Et tu te rends compte que souvent, dans les villages, le noyau dur de ce village, c'est 3, 4, 5 familles, en fait, d'agriculteurs qui étaient là à la base et qui se sont mariés entre eux et qui ont fait que aujourd'hui, 60% du village, ils sont tous cousins-cousines. C'est des parents, des cousins. Voilà, exactement. Et donc, ça te permet de connaître ton environnement. Et c'est comme ça, c'est ce que je fais. Donc, j'essaie de connaître mon environnement, d'aller à la rencontre des gens de mon village, parce que tu auras peut-être besoin de tes voisins proches, mais pourquoi pas des gens qui sont dans ta rue, dans ton quartier, tu ne sais pas. Donc, c'est intéressant d'aller à la rencontre des gens. Un, dans les fêtes communales. Deux, dans les événements, parce qu'ils font aussi des événements, des salons, pas des salons, des marchés de Noël, des trucs comme ça. Ça peut être aussi grâce à tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants sont à l'école dans le village, ils ont des copains, des copines, toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer les gens. Pâques, Noël, anniversaire, Halloween, tous les événements sont bons pour inviter les copains de tes enfants et leurs parents. Ça te permet en même temps de connaître les gens qui habitent dans ton village et de créer du lien social. Et si ça match, pourquoi pas en faire des amis? Donc, c'est mon processus, c'est ma façon de penser. Et c'est comme ça que je pense qu'en tant que prévoyant, on devrait tous faire. On ne peut pas rester comme ça, comme j'ai vécu ça pendant des années en région parisienne. Mes voisins, on ne les connaît pas. J'avais des voisins de palier, moi, à l'époque, un couple adorable, vraiment adorable, super gentil. Et il y avait la retenue de se dire, c'est dommage, je le serais bien invité à manger, ou même si c'est prendre un café. On ne l'a pas fait, en fait. Et c'est dommage, parce que ces gens-là, ce sont forcément des gens qui sont bien, parce qu'on arrivait à discuter, on échangeait, mais on n'a pas été au-delà. Moi, c'est un grand regret que j'ai, parce que ce couple qu'on avait en face de chez nous, c'était des gens vachement sympathiques. Et j'ai regretté de ne pas avoir lié de contact, en fait. Et je pense que c'est plus facile à la campagne de faire du contact qu'à la ville? Oui, parce que lorsque j'habitais en région parisienne, j'étais propriétaire d'un logement. Donc, je voyais mes voisins une fois par an comment on appelle ça, dans la réunion annuelle. Oui, l'Assemblée des copropriétaires. Voilà, l'Assemblée des copropriétaires. Oui. Et donc, les gens, on se connaît, on sait qui est qui. Pourtant, ces gens-là, lorsque je les croisais dans le parking souterrain, je leur disais bonjour, ils ne me répondaient pas. Ah oui. À quel point la mentalité dans les grandes villes, elle est différente. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une grande ville et tu t'installes dans ton logement, tu ne vas pas taper aux portes de tous tes voisins pour leur dire « Bonjour, je viens d'arriver, comment allez-vous? Je suis votre nouveau voisin. » On va te prendre pour un cinglé, parce que c'est comme ça en ville. Par contre, ici, si tu arrives à la campagne et que tu ne te présentes pas, c'est très, très mal vu. Pour te donner un ordre d'idée, moi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, je vais me présenter à mes voisins immédiats. Mais à la campagne, ton voisin, c'est le mec qui est à 1 kilomètre de chez toi, mais comme tu passes tous les jours devant sa maison pour venir chez toi, lui aussi, il faut te présenter. Ça peut aller sur 2 kilomètres, et ce n'est pas des blagues. Donc, ton voisin, ce n'est pas le mec immédiat, c'est le mec où tu passes tous les jours devant sa maison pour aller chez toi. Tu fais toute la rue sur 1 kilomètre, quoi. 2 kilomètres même. Parce que toi, tu ne les connais pas, mais quand tu viens d'arriver, tout le monde te connaît. Ah, tout le monde t'a repéré, oui. Tout le monde t'a repéré. Et ça, je l'ai remarqué parce que quand je suis arrivé dans mon premier logement en location à la campagne, j'étais me présenter à juste mon voisin qui était à côté. Et quelques mois plus tard, je vois un vieux monsieur j'étais dans mon jardin en train de faire du potager, et je vois un vieux monsieur qui passe devant chez moi. Et il me dit « Ah, bonjour, comment allez-vous ?» Je dis « Bonjour, vous allez bien et tout ?» Il me dit « Oui, ben justement, ça fait plusieurs mois que je vous vois et comme vous n'êtes pas venu vous présenter, ben, je suis venu le faire. » Tu vois. Et le mec… Là, t'es fait casser. Tu m'as cassé tout de suite, tu vois. Et le mec, il habite à 1,5 km de chez moi.
Ah oui, Moi, d'accord. j'habite dans un chemin qui tout au fond du chemin. Je passe tous les jours devant chez lui pour aller chez moi. Et Ouais, le mec, comme ça, il a décidé un matin, comme ça, je vais faire mon footing. Dès que je vais voir le voisin, je vais lui dire mes 4 vérités. Et c'est comme ça que j'ai compris que, en fin de compte, tes voisins, ça s'arrête pas justement aux voisins immédiats. C'est les gens ouais, qui sont tout au bout de ta rue, mais que tu passes tous les jours devant chez eux. Eux, ils te connaissent parce qu'ils savent que tu viens d'arriver. Il faut aller te présenter aussi. ouais. C'est comme ça dans un village. Et par rapport à l'entraide et au lien social, est-ce que ta chaîne ou ton Facebook, est-ce que ça t'a aidé à rencontrer des gens à proximité de chez toi ou c'est quelque chose que tu n'as pas utilisé pour ça? Le fait d'avoir créé une chaîne m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Euh, Sans cette chaîne, sans le fait de pouvoir échanger, parce qu'au début, quand j'ai créé ma chaîne, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas parler de ce que je pensais à mon entourage proche. Bon, avec ma mère, mes soeurs, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles à tes amis de ta façon de voir les choses, quand tu commences à réfléchir à devenir autonome, les gens ne comprennent pas. Donc, j'ai commencé à créer une chaîne pour justement lancer une bouteille à la mer et voir si les gens, ça les intéressait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui réfléchissaient justement à un autre système alternatif, à une autre façon à une autre façon de vivre. Des gens qui réfléchissaient à pouvoir aller vivre dans une tiny house, dans une kelter, dans une caravane, dans une maison autonome. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent en fait. On n'est pas tout seul en fait à penser comme ça. Et ça m'a permis justement, grâce à cette chaîne, de rencontrer des gens, d'être invité chez des gens et de rencontrer des gens formidables. Alors, dans mon environnement proche, pas forcément, mais je sais que j'ai rencontré certains citoyens prévoyants qui sont dans la région. Oui, dans la région. Dans la région. Dans la région, oui. Donc, on a discuté, on a été boire un verre entre nous, pardon, histoire d'échanger. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est d'ailleurs le groupe Facebook sert aussi à ça. Ça veut dire que si vous connaissez personne qui a des idées d'autonomistes, qui ont des idées de vivre autrement, qui ont décidé de vivre autrement dans votre entourage, eh ben, via le groupe, vous pouvez faire des rencontres et trouver d'autres personnes qui pensent comme vous. On Après, peut trouver des gens dans un département précis, par exemple sur ton site, il y a moyen sur Facebook de dire, voilà, moi je suis du 65, je donne mon exemple particulier. Est-ce qu'il y a des citoyens prévoyants dans le 65? Est-ce qu'il y a des réunions organisées? Ça se fait sur ton Facebook? non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu veux savoir s'il y a des gens dans ta région, tu postes tout simplement sur le mur ton annonce. Tu dis, voilà, j'habite dans telle région. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du groupe qui font partie de cette région? Ceux qui Voilà. veulent se manifester le feront. Et après, à toi, en message privé, d'organiser une rencontre. Ouais, d'accord. Après, si tu veux échanger avec quelqu'un, moi, je te dis, on ne connaît pas les gens. Donc, il faut quand même être prudent. Mais on peut Ouais, se donner rendez-vous dans un restaurant. Là, ce n'est pas trop la période avec le Covid. ouais. Mais on peut se donner rendez-vous Sur une dans un. table de pique-nique, alors, Ouais, voilà, parce que tous les restaurants sont fermés. voilà. N'invitez pas des inconnus chez vous, on ne sait jamais. Dans un premier temps, ça peut être intéressant de se rencontrer en public, dans un restaurant, dans un parc, et passer une après-midi à discuter. Même si vous ramenez chacun de quoi pique-niquer, vous échangez et vous voyez si ça matche avec les uns ou les autres. Parce que ça ne va pas forcément matcher avec tout le monde. Mais C'est ça sûr. permet de faire des rencontres. Ça permet de rencontrer des gens, effectivement. Voilà. Et tu rencontres. Ah, un truc super intéressant. J'ai oublié de le préciser. Cette chaîne m'a permis de rencontrer quelqu'un, pas très loin de chez moi. Cette personne, ça a été un de mes professeurs lorsque j'ai changé d'activité. Quand je suis Oui. venu ici dans le sud, j'ai changé de métier. Donc, j'ai fait tout un processus pour pouvoir devenir entrepreneur. Et une des personnes qui m'a aidé à faire ce processus était un de mes professeurs, était un abonné de ma chaîne. Ah ouais, c'est amusant. Donc, c'est marrant de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça. J'ai été chez lui hier justement. On a discuté avec sa femme, son épouse. Et c'est aussi ça aussi, la rencontre. C'est la magie de la chaîne YouTube. Ouais, ouais. Tiens, bah justement, puisqu'on parle de formation, dans ta démarche d'autonomie, de résilience, quelle importance est-ce que tu donnes à la formation? Est-ce que tu as des livres? Est-ce que tu suis des formations présentielles qui te permettent de progresser? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre.
ça ne va pas forcément être facile de le faire tout seul dans son coin. Comment est-ce que tu t'organises, toi, par rapport à ça? Ben, en fait, si tu veux, l'autonomie, c'est un truc pour moi qui va me prendre des années. J'en suis très loin. Et j'ai conscience que comme je ne peux pas tout faire, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, ben moi, ce que j'essaie d'emmagasiner, c'est surtout les connaissances. Les connaissances qui me serviront plus tard ou qui me serviront lorsque j'aurai besoin de ces connaissances. Donc, j'achète des livres, je regarde des vidéos, je me forme. Donc, je me forme via des formations que j'achète en ligne. Ouais. Je fais aussi des formations en présentiel où j'apprends des choses. Par exemple, bah, je suis venu d'ailleurs à ta formation sur comment créer un verger familial, où tu m'as Ouais. appris du greffe, tu m'as appris ce qu'était un porte-greffe. Tu m'expliquais également comment qu'on ne fait pas un verger comme ça n'importe comment, il faut tester sa terre. Ça, c'est des trucs que Ouais. je ne savais pas. Donc, j'ai dû Ouais. aller Ouais. auprès de toi pour que tu puisses m'enseigner ce genre de choses. Ouais. Donc, formation excellente d'ailleurs, que je recommanderais forcément. Ah bah, merci pour le coup de pub. Non, mais c'est vrai, bah, attends. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir que tu viennes parmi nous pour cette formation. Et c'est vrai qu'en plus, on a bénéficié d'un temps qui était magnifique. C'était un lieu superbe. Et j'ai eu beaucoup de bons retours de la part de tous ceux qui ont participé à cette formation au mois d'août dernier. Et c'est vrai que ça m'a quand même donné envie de continuer à en faire comme ça avec d'autres petits groupes. Mais bon, alors, bon, on ne parle pas de moi aujourd'hui, hein, on va parler Non, de mais toi. vu que Mais les… je trouve ça intéressant de parler de ça parce que la formation, c'est primordial. Parce que c'est des choses que, même si par la suite, tu as des difficultés, on te dépossède de tes biens, de ta maison, ce qu'on ne pourra pas t'enlever, c'est des connaissances. C'est ce qui fera de toi quelqu'un de débrouillard. Parce que tu auras acquis des connaissances. Et pour moi, c'est très important. D'ailleurs, moi, je te dis dans une de mes vidéos, cette année et l'année qui s'ensuit, ça va être l'année des formations. Je vais me former à Oui. tout. Je vais me Est-ce que former. tu vas pouvoir suivre tu vas te former à quoi, tiens, justement, puisqu'on en parle? Par exemple, je me suis déjà formé au premier secours, mais je vais encore me reformer pour garder, pour que tout ce que j'ai appris, je ne les ai pas oubliés. Donc, Oui, et puis il y a différents niveaux. je me suis formé au risque incendie, Oui, formé à créer comment on appelle ça, un verger familial avec toi. oui, Donc, ce sont des connaissances que je compte appliquer par la suite lorsque je vais avoir un terrain pour pouvoir créer mon verger. Je me suis formé aussi aux plantes sauvages, oui, aux remèdes avec des plantes sauvages. C'est des formations qu'on peut trouver aussi en ligne. Tous les moyens sont bons. J'achète beaucoup de livres aussi pour pouvoir, pour l'autonomie, pour pouvoir euh, emmagasiner des concepts, pour pouvoir oui, regarder chez moi. oui. Je regarde des vidéos, je prends des formations en ligne aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Euh, je me forme aussi professionnellement. C'est-à-dire que si tu veux, dans ma logique, l'indépendance passe aussi par l'autonomie financière. Et pour ça, il faut te donner les moyens de pouvoir être indépendant financièrement, donc créer ton propre business. Et donc, en Oui. faisant ça, avec cette façon de penser, ben, j'ai dû réapprendre des choses, apprendre à créer une entreprise, apprendre à pouvoir créer mon argent. Et c'est Oui. pas pour avoir de l'argent comme ça pour dire je vais être riche, c'est pas ça. C'est pouvoir financer mon autonomie, tout simplement. Et pas Donc, dépendre en fait, d'un patron ou d'une entreprise qui, au jour le lendemain, pourrait me virer. oui, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que si tu as suffisamment de connaissances, tu vas pouvoir avoir, par exemple, un statut d'indépendant, ne plus être dans le salariat. Et pour toi, le fait de ne plus être dans le salariat, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui va dans le sens d'une meilleure maîtrise de ta vie, en fait, que d'être salarié quelque part. Oui, parce que si tu veux, par exemple, moi, je suis freelance indépendant. Donc, avec ce que je fais, je peux travailler de n'importe où. Il me faut un ordinateur, une connexion. Donc, ça me permet, si tu veux, de pouvoir être mobile. Si, par exemple, j'ai besoin d'aller acheter une maison dans la campagne et y vivre, ben, je peux le faire. Je ne suis pas dépendant d'un travail. Parce que mon travail, c'est une connexion Internet et mon ordinateur. Oui, Si j'aurais été employé dans une entreprise, ben, je ne peux pas m'éloigner trop loin de cette entreprise. Parce qu'il faut que je reste là où il y a ce qui me donne à manger, donc mon employeur. Le fait d'être indépendant, pour moi, me donne la liberté, si je veux déménager mon entreprise à l'autre bout de la France, de pouvoir le faire. voilà.
Donc, si tu veux venir dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, tu peux le faire. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Et en fait, ça te permet aussi d'avoir une certaine liberté temporelle parce que finalement, personne ne va te dire t'embauches à 9 heures, tu sors à 17 heures, tu prends des vacances quand moi je décide et pas quand toi tu décides. Donc, ça augmente la liberté en fait. Donc, ça te donne la possibilité de t'organiser plus efficacement. Oui, tout à fait. Par contre, c'est vrai que tu es moins serein parce que tu n'as pas toujours les mêmes revenus. C'est pas pareil. Hein. Faut, à un moment donné, si tu travailles pas, il n'y a pas de revenus. Oui, il n'y a pas de miracle. C'est pas un truc de feignant. Donc, c'est vrai que ça te force à être quand même carré si tu veux avoir une rentrée d'argent. Ça te force aussi à faire tes comptes, ça te force à faire de la paperasse, ce que tu ne fais pas quand tu es un employé. Ça, tu laisses ça à ton employeur, c'est lui qui gère tout. Toi, tu viens le matin, tu pars le soir et tu as fini. Or que quand tu es ton propre patron, il y a tout ce qu'il y a derrière que toi, tu ne vois pas en tant qu'employé, que tu dois faire. Il y a plus d'administratif. Ouais. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Mais ça va avec ma logique de devenir indépendant dans tous les sens du terme, en fait. Hein, de me dire qu'il faut aussi que, même si je garde mon emploi, et ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est important de bien réfléchir à ça, même si tu gardes ton emploi, à côté, forme-toi pour pouvoir développer une activité professionnelle à côté. On a la chance en France d'avoir le statut de micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur. Ouais. Donc, tu peux très bien avoir ton employeur et le week-end ou le soir, avoir une activité supplémentaire qui te permettra justement de financer ton autonomie. Parce que on est dans une situation où peut-être que toi, tu as envie de devenir autonome ou viser l'autonomie, mais ce n'est peut-être pas le cas de ton mari ou de ton épouse. Donc, si tu veux financer, par exemple, des panneaux solaires qui coûtent quand même une certaine somme, si tu veux acheter un filtre Berthier qui coûte aussi un certain prix, si tu veux investir dans une citerne pour récupérer ton eau de pluie, ça coûte encore de l'argent, tu ne peux pas imposer ça à ta famille. Parce que ton épouse ou ton époux va dire « mais tu ne peux pas prendre autant d'argent dans le foyer pour financer ça ». Mais le fait de créer ta micro-entreprise, peu importe l'activité que tu vas développer, te permettra de justifier. C'est-à-dire, c'est mon argent que j'ai fait en travaillant le week-end, en travaillant le soir. C'est moi qui vais payer mes panneaux solaires pour la famille, si tu veux. Comme ça, tu n'imposes pas ton choix à ton épouse ou à ton époux, mais tu te le finances. Oui, et puis ça te donne plus de possibilités, c'est sûr. Après, il faut être courageux. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle, aux États-Unis, ils appellent ça la sideline, tu vois, la ligne secondaire. Oui. Tu as le revenu principal et puis tu as le revenu complémentaire, tu vois. Et je connaissais un Canadien, lui, tu sais ce qu'il faisait comme revenu complémentaire? Eh bien, il avait une machine et il allait dessoucher, tu vois. Quand tu as une souche dans le jardin qui t'embête, qui t'empêche de passer la tondeuse, donc il passait des annonces, tu vois, et régulièrement, eh ben, il allait le week-end dessoucher avec sa machine les souches chez les voisins partout dans son. Il avait des clients. Parce que ça, c'est un truc. Il faisait que ça, puis ça lui rapportait un peu d'argent, tu vois. Donc, ouais, faut être malin, quoi. Faut être malin, faut se bouger, c'est sûr. Ça peut être ça, ça peut aussi être même sur les marchés. Hein. Tu cuisines un peu de chez toi et tu vends ce que tu as fabriqué sur les marchés du coin. Ouais, il faut essayer de trouver quelque chose d'intéressant, quoi. Et puis qui te motive aussi, oui, c'est sûr. Exactement. Et on parlait des bouquins. Est-ce que tu aurais un ou deux livres à nous conseiller éventuellement dans la démarche qui est la nôtre, qui t'ont paru intéressants à lire? Oh là, j'ai pas les titres en tête. J'ai un bouquin de John Seymour, je crois. C'est celui que je conseille tout le temps, alors. Ah non, mais c'est léger. C'est un livre tout rouge. C'est un livre tout rouge. Attends, je reviens, je vais les chercher. Bouge pas. Alors attends, c'est celui-là? Exactement. Tu vois, ça, c'est un bouquin, franchement, faut l'avoir. Ouais. Non, mais moi, je dis à tout le monde, hein, s'il n'y en a qu'un seul à acheter, c'est celui-là. J'adore ce livre. Franchement. Hein. Franchement, ça te donne des idées. Au top. C'est une très, très bonne entrée en matière. Celui-là aussi, je le connais, mais je l'ai en espagnol. Mais je préfère celui-là.
Mais celui-là, ouais, celui-là, il est vraiment extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Donc, c'est vrai que les bouquins, alors j'aime beaucoup le format livre. Pour être précis, c'est le livre de John Seymour, Le grand guide de l'autosuffisance. Oui. Il a été réédité chez Marabout il y a 1 an et demi. Moi, j'avais l'édition précédente chez un autre éditeur que j'avais acheté en 2003, tu vois, pour te dire. Hein. Donc, très bien, c'est que tu mettes un lien dans la barre d'infos. Un lien, il est vraiment extra. Et tu vois, ce livre, ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est une bonne entrée en matière parce qu'il te dit, dans l'autosuffisance, tout ce que tu peux essayer de faire, tu vois, en te décrivant sur une page, que c'est un peu le bouquin Yes, You Can. Oui, tu peux faire de l'élevage, oui, tu peux faire ton potager, oui, tu peux tisser, oui, tu peux faire de la bière, oui, tu peux faire, etc. Tu vois, c'est vraiment un livre extra. En tout cas, c'est la meilleure entrée en matière que je connaisse pour l'autosuffisance. Moi, j'aime beaucoup le format. On a les mêmes références, hein, c'est marrant. Quand un truc est bon, ben, c'est normal que tout le monde l'utilise. Hein. Et voilà. J'aime bien le format livre parce que ça permet justement de pouvoir garder les infos. Parce que c'est pas dit qu'un jour, j'ai peut-être plus les moyens de pouvoir me payer une connexion Internet, de pouvoir faire des vidéos YouTube ou autres. Donc, le fait d'avoir des livres, ça me permet de garantir de garder les informations à portée de main. Je ne sais pas si tu penses pareil, mais… oui, moi, j'ai une grosse bibliothèque, hein, c'est sûr. J'hésite pas à me procurer tous les livres qui vont me permettre de défricher certains domaines. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de lire… tu l'as, le livre que j'ai que nous a prêté le voisin? Je vais te montrer ce que je lis en ce moment. Tiens, tu vois, par exemple, là, je suis en train de regarder ça. Comment fabriquer ses couteaux, tu vois. D'accord, ok. Hein? Et c'est un bouquin que m'a prêté mon voisin qui est forgeron. Ah, donc toi aussi, tu as créé des liens sociaux. Ah bah oui, on essaye, hein. Moi aussi, je suis en train de lire un truc sur l'aquaponie. Ouais, l'aquaponie, ça t'intéresse? Alors oui, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur une petite surface, tu peux produire de la protéine avec des poissons. Donc en cultivant des légumes, tu sais, c'est un cercle vertueux. Hein. Donc tu nourris les poissons, les déjections des poissons vont nourrir les plantes. Donc tu peux faire pousser des légumes sur un petit espace. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'espace, même si j'ai acheté à la campagne, j'ai pas d'espace. Et ça me permet, si tu veux, j'ai dans l'idée de pouvoir me créer un système aquaponique pour pouvoir élever des poissons, à l'occurrence des truites, et produire des légumes. Donc, je lis un bouquin en ce moment que je trouve très intéressant sur le sujet. Ouais, donc il faut rester à l'affût en permanence, essayer d'avoir des idées en permanence. Ouais. De nouvelles compétences, en fait. Oui, développer les compétences. Ouais. Et est-ce que là, on arrive un petit peu à la fin, je crois. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu veux encore nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais partager avec les abonnés de la Clé des Champs? Moi, je pense que ceux qui suivent la Clé des Champs, vous êtes déjà sur un bon cheminement parce que ça veut dire que vous avez l'esprit ouvert et vous commencez déjà à réfléchir à trouver une solution pour viser l'autonomie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez l'atteindre, ça va même être difficile. Beaucoup de personnes qui visent l'autonomie essayent de le faire depuis des années. Ils n'y arrivent pas, c'est très compliqué. Mais juste le fait déjà de commencer déjà à réfléchir à cette solution, c'est déjà un grand pas. Parce que petit à petit, nous, on a commencé comme ça. Hein. J'ai commencé, par exemple, à acheter un filtre Berkey pour commencer à filtrer mon eau. Après, on s'est dit, bon, on va installer des récupérateurs d'eau de pluie. Après, tu peux te dire que je vais commencer à investir dans des outils pour conserver la nourriture. Parce que lorsque tu fais un potager, tu as des tomates, tu as des courgettes, ben, à un moment donné, tu as un surplus de production. Et qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alors, tu peux en donner aux voisins si tu veux, mais quand tu habites à la campagne et que tout le monde a un potager, ben, qu'est-ce que tu en fais? Eh ben, tu fais des bocaux. Tu fais de la sauce tomate. Tomate, exactement. Et c'est là que tu trouves intéressant de pouvoir transformer ta nourriture pour la conserver pour l'hiver prochain. Et petit à petit, ce sont des petites choses comme ça qui te font rentrer dans un moule.
Au début, tu commences par conserver tes aliments, après, tu vas faire un peu de potager, après, tu vas récupérer un peu ton eau de pluie, et après, tu vas dire, bon, ben, si tu habites dans un appartement, ben, j'aimerais bien habiter dans une maison de campagne ou dans un pavillon. Hein, tu n'es pas obligé d'acheter une grande ferme, je ne sais pas où, tu peux déjà commencer avec ce que tu as. Si tu as un pavillon, ben, commence avec ton pavillon. Enfin, on dit pavillon toujours ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Une petite maison, même si c'est une maison de campagne que tu achètes parce que justement, tu n'as pas forcément les moyens de pouvoir t'acheter une grande bad, ben peut-être qu'en fouillant un peu le bon coin, tu peux peut-être t'acheter une maison secondaire qui va te coûter 30-40 000 euros et tout le week-end, tu vas le taper, tu vas la retaper. C'est ce cheminement, en fait, qu'il faut mettre en place. Et le plus tôt, c'est le mieux. Exactement. Parce que plus tard, ce ne sera pas forcément plus facile. L'immobilier va coûter plus cher, les terrains également. Donc, plus tôt vous vous y mettez, mieux c'est. Voilà, c'est mon mot pour la fin. Bon, bah, merci beaucoup, Steven, d'avoir partagé ton expérience. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler peut-être sur un thème plus précis dans la chaîne. Bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, moi, ce que je recommande à toutes les personnes qui me suivent, bah, c'est de découvrir également le travail de Steven sur sa chaîne, Citoyen Prévoyant. Alors, bien sûr, il y aura le lien sous la vidéo. Et puis, de consommer progressivement tout le contenu qui est gigantesque. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir en regardant ta chaîne. Et bah, merci encore d'avoir bien voulu te prêter à ce jeu de questions-réponses avec moi. On aura certainement l'occasion de refaire ça une prochaine fois. En tout cas, j'espère. Maintenant que tu m'as invité, je reviendrai avec plaisir. Hein. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu, même si tu viens à la maison, hein, comme la dernière fois. Tu seras toujours le bienvenu. Et puis, nous, ce qu'on essaye à chaque fois que tu viens, tu vois, c'est essayer de te faire rester le plus longtemps possible. C'est pas facile. Voilà, très bien. Bah, merci beaucoup, Steven. Et bah, je te dis à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir la clé des champs. Au revoir à et tous. merci. Ciao, ciao.